Bienvenue à cette grande édition du journal à langue française. Vous êtes en compagnie de Patrick Nyilidandi. Tout de suite, l'essentiel de l'actualité. La branche rwandaise d'Oklahoma Christian University a décerné des diplômes aux étudiants ayant achevé leurs études pour l'année académique 2026. Cette cérémonie, qui s'est tenue ce samedi au Kigali Convention Center, a réuni plusieurs personnalités, dont la secrétaire d'État au ministère de l'Éducation, Irene Claudette. L'événement a également été l'occasion de saluer la coopération entre le Rwanda et cette université, un partenariat qui a permis à près de 700 étudiants de bénéficier de ces formations au cours de 20 dernières années. Parlons à présent santé. De nombreux pays à travers le monde continuent de suivre de près l'évolution de l'épidémie Ebola qui a refait surface en République démocratique du Congo et un cas a été signalé en Ouganda. Cette épidémie inquiète de nombreux pays en raison de la propagation rapide de son impact sur la santé des populations. L'Organisation mondiale de la santé, OMS, a récemment déclaré l'épidémie d'Ebola comme une urgence de santé publique de portée internationale. Elle a également appelé les pays à renforcer les mesures de prévention et de dépistage précoce des personnes potentiellement infectées. Au Rwanda, vendredi dernier, le ministère de la Santé a annoncé qu'aucun cas d'Ebola n'avait été recensé dans le pays à ce jour, mais que des efforts étaient déployés pour prévenir toute nouvelle contamination, notamment aux frontières et à l'aéroport international de Kigali. Un peu plus tôt, avant ce journal, Arabié a posé la question au secrétaire d'État au ministère de la Santé, Dr Ivan Gatela, sur les stratégies et les mesures prises par le gouvernement rwandais pour faire face et barrer la route à la propagation de l'épidémie Ebola. Il est vrai qu'il y a une résurgence de la maladie à virus Ebola dans la République démocratique du Congo, surtout dans la province de l'Ituri. Alors ce que le Rwanda a mis en place, c'est des mesures de protection pour pouvoir prévenir que la maladie puisse être dans le pays. Donc il y a des stratégies différentes au niveau du niveau sanitaire, que ce soit au niveau de la communauté, dans les centres de santé, dans les hôpitaux. Toutes les équipes sont prêtes pour la prévention de cette maladie. Également, sur nos frontières, il y a des mesures avec d'autres institutions gouvernementales, des mesures de protection, des mesures de screening pour les gens qui viennent de ces zones-là. Donc nous avons mis tout un mécanisme en place pour pouvoir prévenir que cette maladie, un virus Ebola, puisse traverser du côté du Rwanda. Et jusque-là, toutes les mesures sont en place et sont solides. Il n'y a pas d'inquiétude, il n'y a pas de maladie, il n'y a pas l'Ebola ici au Rwanda. Ce que nous faisons, c'est d'être préparés et bien organisés pour que cette maladie ne puisse pas être au Rwanda. La maladie, le virus Ebola, c'est une maladie zoonotique, donc ça se transmet à partir des animaux vers l'humain. Et cette phase a été déjà établie, donc maintenant il y a une circulation entre humain et humain. C'est une maladie qui se caractérise par une fièvre constante et à haut grade. Deuxièmement, il y a des céphalées intenses, des douleurs de la tête intenses. Il y a vomissements, diarrhée, des douleurs et une faiblesse généralisée. Et donc ce sont des signes classiques de la maladie à virus Ebola. Un point important à mentionner, c'est que la maladie se transmet. Pour acquérir cette maladie, c'est que la personne a été en contact avec les sécrétions d'une personne infectée, que ce soit le sang, que ce soit d'autres sécrétions du corps. Ce n'est pas une maladie qui se propage dans l'air, donc il faut avoir été en contact avec les sécrétions d'une personne infectée, d'où nous sensibilisons et c'est une manière générale, la première façon de se protéger contre ces maladies, c'est d'avoir une hygiène, surtout l'hygiène des mains, donc se laver avec de l'eau propre et du savon à tout moment, ne pas être en contact avec des sécrétions que j'ai mentionnées. Et ça sont des mesures préventives qui marchent et qui marchent à tout le temps. Donc les signes sont ceux-là, la manière de se prévenir
est connu. Et nous sensibilisons les Rwandais et les personnes vivant au Rwanda en général d'avoir une hygiène des mains, hygiène corporelle, etc. Et une troisième chose, c'est dès que les signes que j'ai mentionnés sont présents, de pouvoir communiquer assez rapidement, que ce soit dans nos établissements sanitaires. Mais nous avons mis un numéro vert aussi, le 114, pour pouvoir passer ces informations, poser des questions. C'est un numéro ouvert et pour que nous puissions être en contact avec les personnes. Tout à fait autre chose. L'ambassadrice du Rwanda auprès du Vatican, Rugeni Bakuramutsa, a présenté ses lettres de créance auprès de sa sainteté, le pape Léon XIV. Au cours de la cérémonie, les deux parties, Kigali et Vatican, ont salué les excellentes et anciennes relations qui unissent le Rwanda et le Vatican, fondées sur les valeurs communes telles que la paix, le respect de la dignité humaine, le dialogue, la coopération et la promotion du bien commun. Le Rwanda et le Vatican entretiennent déjà une coopération solide et durable dans divers secteurs, notamment l'éducation, la santé, les services sociaux et bien d'autres. De son côté, le gouvernement rwandais a réaffirmé sa volonté de développer davantage cette relation et donc cette coopération dans un esprit de respect et d'intérêt mutuel. Les forces rwandaises de défense continuent de prodiguer des soins ophtalmologiques et des opérations de la cataracte aux patients du district de Nyagatare à l'hôpital Gatunda. Plus de 150 personnes devaient être opérées de la cataracte dans cette semaine à l'hôpital de Gatunda dans le cadre d'un programme visant à soigner les personnes souffrant des problèmes oculaires, notamment celles en situation de handicap. Le général de brigade Dr John Ngurikie, chef d'état-major adjoint chargé des services de santé au sein des forces rwandaises de défense, a souligné le rôle essentiel de ces forces dans la fourniture de services médicaux spécialisés à la population à travers le pays. Les habitants opérés de la cataracte ont remercié les forces de sécurité rwandaises, en particulier les autorités rwandaises, de leur avoir permis d'accéder aux soins et de leur avoir redonné espoir à une vie meilleure. Ce programme de soins destinés aux habitants s'inscrivent dans un programme à long terme mis en œuvre par les forces de sécurité pour favoriser le développement et le bien-être de la population. À Kigali, les autorités municipales se félicitent des résultats enregistrés dans le transport en commun. Entre-temps, les voies réservées aux bus, l'élargissement des itinéraires et la réduction du temps de trajet, de plus en plus d'habitants choisissent désormais les transports publics. Selon la ville de Kigali, cette dynamique contribue également à réduire les embouteillages dans la capitale. Jean-Benoît Michel. La porte-parole de la ville de Kigali, Nirenganya Emma Claudine, souligne d'abord une hausse remarquable du nombre d'usagers ainsi qu'une amélioration visible à la fluidité routière. De manière générale, on constate une diminution du nombre de véhicules sur les routes et les chiffres le montrent. À Kigali, environ 200 000 passagers transitaient auparavant par la gare de Nyabugogo. Aujourd'hui, ils sont passés à 230 000. Les temps de trajet ont aussi fortement diminué, notamment sur les axes Nyabugogo-Kicukiro ou encore Downtown Kabuga. Face à cette augmentation du nombre de passagers, la ville affirme poursuivre des discussions avec différents partenaires en fait d'étendre davantage les dessertes, notamment vers certaines zones stratégiques et l'aéroport international de Kigali. Nous travaillons avec Ecofleet Solutions et d'autres partenaires pour augmenter le nombre de bus dans plusieurs directions. Dans la zone économique spéciale, par exemple, des bus circulent déjà aux heures de pointe. Une nouvelle navette desservira également l'aéroport en passant par Kachiru, KBC et le centre-ville jusqu'au Serena Hotel.
Avec ces nouvelles initiatives, la ville de Kigali espère rendre le transport public plus rapide, plus accessible et capable de répondre à la demande croissante des habitants de la capitale. Et puis certains investisseurs étrangers opérant au Rwanda saluent les efforts du pays pour faciliter l'investissement et ouvrir davantage son marché au commerce international. Selon les analystes économiques, cette dynamique constitue un levier important pour atteindre les objectifs de développement que le pays s'est fixés. Encore une fois, Jean-Benoît Michel. Ignacio Laisesca, un investisseur originaire d'Espagne, développe un projet d'usine de transformation de produits issus de l'exploitation minière. Après une année d'activité, il affirme avoir bénéficié d'un accompagnement significatif des autorités rwandaises. Prévu, selon lui, l'engagement du pays en faveur des investissements internationaux. Le gouvernement nous a beaucoup aidés. Lorsque vous entrez ici dans l'usine, vous constatez qu'il nous accompagne progressivement pour son expansion, notamment en facilitant l'accès à l'électricité là où elle n'était pas encore disponible. Nous avons également collaboré avec différentes institutions pour mettre en œuvre les projets industriels. Un témoignage que partage également Balboul Tahil, investisseur d'origine turque installé au Rwanda depuis 8 ans. Il se souvient particulièrement de la facilité avec laquelle il a pu enregistrer son entreprise dès son arrivée. Honnêtement, je pense que ça serait compliqué. Mais lorsque vous disposez de tous les documents requis, tout se fait le même jour. J'ai été servi immédiatement. L'accompagnement que nous avons reçu était professionnel et inoubliable. Pour l'économiste et professeur Karuranga Ejid, la poursuite de cette tendance à la hausse des investissements internationaux permettra au Rwanda d'atteindre ses ambitions à long terme. Notamment, c'est les définies dans la vision 2050 et de la deuxième phase du programme national de transformation, NCT2. Si tout continue dans cette dynamique vers la vision 2050, d'ici 2063, nous aurons des résultats concrets à présenter. Ils sont déjà visibles aujourd'hui, mais nous devons continuer à nous positionner en tête en Afrique, notamment en matière de sécurité, de gouvernance et de productivité. Par ailleurs, les prévisions de Rwanda Development Board indiquent que cette croissance des investissements privés devrait générer environ 38 150 emplois. De son côté, la Banque nationale du Rwanda rapporte que les investissements directs étrangers ont atteint 872,9 millions de dollars américains en 2024. La diaspora rwandaise de France a rendu hommage à Jean Carbonard, un militant français des droits de l'homme et cofondateur de l'Organisation Médecins du Monde, connu pour avoir alerté très tôt la communauté internationale sur les massacres visant les Tutsis, avant même le génocide de 1994. Un reportage en France de Charlène Foura. Maison pour les veuves. Avec bienveillance et des sourires aux lèvres, voici Marguerite Carbonard, l'épouse du défunt Jean Carbonard. Au Rwanda comme en France, le nom Carbonard reste associé à l'intervention marquante de Jean Carbonard sur le plateau de France Télévisions en janvier 1993. À l'époque, invité du journal présenté par Bruno Massure sur France 2, il alertait déjà à la communauté internationale sur le massacre visant les Tutsis au Rwanda. Jean Carbonard témoignait avec émotion de ce qu'il avait vu sur le terrain. Ce que nous avons découvert aussi, et c'est à l'image de la Yougoslavie, toutes les femmes de la minorité Tutsi voient leurs maris, leurs frères, leurs pères tués. Elles sont ensuite comme des bêtes, abandonnées, violées, maltraitées. Et un prêtre me disait dans un camp de réfugiés, de personnes déplacées, où il y avait 350 000
réfugié qui était là, il m'a dit « Vous ne pouvez pas savoir la souffrance de ces populations, ça va bien au-delà de ce que vous pouvez imaginer. » Et j'insiste beaucoup, nous sommes responsables. Vous aussi, Monsieur Mazur, vous pouvez faire quelque chose. Vous devez faire quelque chose pour que cette situation change, parce qu'on peut la changer si on veut. On a trouvé des femmes qui sont terrées au fond de la forêt depuis des semaines avec leurs enfants. On peut faire quelque chose, il faut qu'on fasse quelque chose pour elles. Et notre gouvernement, en pesant sur les autorités du pays, qu'elles assistent militairement et financièrement, peuvent très rapidement. En Yougoslavie, en Somalie, c'est un peu différent. C'est une situation qui nous échappe. Mais là, on peut faire beaucoup, nous-mêmes, et en entraînant aussi nos partenaires de la Commission européenne et du monde occidental. Membre d'une mission internationale menée à la demande de la Fédération internationale pour les droits humains, il dénonçait les violences en cours et les signes annonciateurs d'un processus génocidaire. Oui, ce qui nous a beaucoup frappé au Rwanda, c'est à la fois l'ampleur de ces violations, la systématisation, l'organisation même de ces massacres, parce qu'on a parlé d'affrontements ethniques, mais en réalité, il s'agit de beaucoup plus que d'affrontements ethniques. C'est une politique organisée que nous avons pu vérifier malheureusement, parce que dans plusieurs coins du pays, en même temps, éclatent des incidents, et ça n'est pas fortuit, ça n'est pas gratuit. On sent que derrière tout ça, il y a un mécanisme qui se met en route, et on a parlé de purification ethnique, de génocide, de crimes contre l'humanité dans le pré-rapport que notre commission a établi, et nous insistons beaucoup sur ces mots. Depuis leur installation à Dieu-le-Fit, commune française située dans les départements de la Drôme, Marguerite et son défunt mari se sont engagés pour faire connaître la réalité des massacres au Rwanda. Grâce à ses liens avec des associations, de médias et les tissus associatifs locaux, Marguerite Carbonard a contribué à sensibiliser l'opinion publique au sort de victimes du génocide perpétré contre les Tutsis. Malgré son avancée en âge, elle poursuit encore aujourd'hui son engagement pour le devoir de mémoire. C'est également grâce à Marguerite et aux proches du couple Carbonard qu'ont vu le jour des associations Innons les adieux le filles et Kigali en fête. Notre association se nomme Kigali en fête, association de Dieu le Fils, créée depuis 10 ans. Nous avons connu le Rwanda grâce à mon fils aîné, Antonin Koantik, qui travaillait dans le pays en tant qu'ingénieur des routes et des ouvrages collectifs. Avec son épouse Manisha, ils sont restés 7 ans au Rwanda. Il y a quelques années, Antonin nous avait parlé d'un orphelinat à Kigali, géré par une organisation américaine, le ROP. Nous avons commencé à les aider, nous leur avons rendu visite. C'est ainsi que notre belle aventure rwandaise a commencé. Notre vocation est de venir en aide aux enfants les plus vulnérables du Rwanda pour leur programme d'éducation, de façon tout à fait indépendante, sans lien avec le gouvernement rwandais, ni avec aucune institution religieuse ou politique, que ce soit en France ou au Rwanda. Notre association est bien vivante ici à Dieu-le-Fils et au Rwanda, où nous nous rendons régulièrement. Pour récolter de l'argent, nous organisons des ventes d'artisanat, des événements festifs, des cours de stretching. Nous avons de nombreux bénévoles et sympathisants. Sans eux, notre action serait plus modeste. Je les remercie très sincèrement. Je suis Florence Fallot, la présidente de notre association Kigali en fête. À cette occasion, le maire de Dieu-le-Fils, Patrice Benoît, a rendu hommage aux victimes du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda en 1994, ainsi qu'à Jean Carbonard, devant la stèle commémorative inaugurée en 2013. Au Rwanda, les tensions étaient profondes et régulièrement attisées. Au début des années 90, Jean Carbonard alertait déjà sur les risques d'un drame majeur.
Nombreux étaient alors ceux qui minimisaient ce qui allait devenir le génocide des Tutsis au Rwanda. Entre avril et juillet 1994, près d'1 million de femmes, d'hommes et d'enfants furent assassinés. Des Hutus modérés furent également victimes de cette violence. Le peuple rwandais a ensuite entrepris un long chemin de reconstruction, de mémoire et de réconciliation pour bâtir un nouveau Rwanda. À Dieulefit, terre de résistance et d'accueil, sur les traces de Jean Carbonard et sa famille, des liens sincères se sont tissés entre nos deux pays. Entretenons-les. Comme mes prédécesseurs, dans la fonction de maire, je m'investirai afin de faire perdurer ce devoir de mémoire. Autant que possible, notre commune sera facilitatrice pour accompagner les associations concernées dans leurs actions et leurs initiatives de transmission. Dans la paix, la mémoire et la concorde, nous vous souhaitons le meilleur pour l'avenir. Au fil des années, des liens d'amitié se sont tissés entre les couples Carbonard et plusieurs rescapés du génocide. De cette relation sont nées des associations de solidarité et un partenariat durable entre les habitants de Dieulefit et ceux des régions de Kalonji et Bisesero au Rwanda. Charlène Furaha. Au Rwanda, de plus en plus de mères font enregistrer leur nouveau-né immédiatement après l'accouchement grâce aux efforts déployés pour rapprocher les services d'état civil des établissements de santé. De nouvelles statistiques de l'Institut national de la statistique du Rwanda montrent que près de 93% des enfants nés en 2025 ont été officiellement enregistrés à la naissance. Suivez ce reportage. De l'hôpital Kakiro, des mères bercent leurs bébés, parfois âgés de quelques heures seulement. Parmi elles, Bibuimana Henriette et Uwamaoro Aline, qui ont toutes les deux donné naissance à des jumeaux, un garçon et une fille. À l'occasion de la fête des mères au Rwanda célébrée dimanche, les deux mères ont reçu des cadeaux pour leur nouveau-né. Mais au-delà des festivités, elles confient que l'un des plus grands soulagements a été l'accès direct au service d'enregistrement des naissances à l'hôpital. À l'hôpital, après l'accouchement, les nouveau-nés sont enregistrés immédiatement. J'ai accouché des jumeaux, un garçon et une fille. Je suis très heureuse et reconnaissante envers Dieu de m'avoir donné des jumeaux. Avant, nous rentrions d'abord à la maison et puis nous nous occupions de l'enregistrement des enfants. Mais maintenant, tout est fait à l'hôpital. Les responsables de l'hôpital de Kakiro indiquent qu'un agent d'état civil est présent en permanence dans l'établissement, permettant ainsi aux parents d'enregistrer leur nouveau-né avant de rentrer chez eux. Selon l'Institut national de la statistique du Rwanda, plus de 356 000 enfants ont été enregistrés à l'état civil en 2025, soit 92,9% de toutes les naissances. Cela représente une augmentation par rapport aux 90,3% enregistrés en 2024. Les mères de l'hôpital Kakiro figuraient parmi les bénéficiaires de kits d'hygiène distribués aux familles dans 6 établissements de santé de Kigali. Cette initiative a été soutenue par un fabricant local des produits d'hygiène. Au-delà de l'enregistrement des naissances, les nouvelles statistiques familiales mettent également en lumière l'évolution des tendances sociales au Rwanda. Les chiffres officiels montrent que plus de 50 000 mariages ont été enregistrés en 2025, un chiffre légèrement inférieur à celui de l'année précédente. Cependant, les autorités s'inquiètent également du nombre croissant des divorces et de leurs conséquences sur les enfants. Les conflits familiaux figurent parmi les principales causes d'abandon scolaire, notamment chez les filles, et des maltraitances infantiles. C'est pourquoi, au niveau du district, en tant que Kichukiro, nous avons décidé de collaborer pour lutter contre ce problème. Les spécialistes de la famille affirment que l'autonomisation économique des couples peut renforcer les foyers, à condition que la communication et la stabilité soient préservées.
Si les hommes et les femmes travaillent ensemble, au-delà de la simple recherche du profit, cela signifie simplement qu'ils construisent une famille plus forte. Cependant, si l'un des deux est le seul à gagner de l'argent, il peut devenir trop orgueilleux, ce qui engendre des manques de respect et d'autres difficultés au sein du foyer. Les données de l'état civil montrent que plus de 4400 cas de divorce ont été enregistrés en 2025, dont plus de 2600 ont été prononcés par les tribunaux, soit plus du double du nombre de l'année précédente. Le rapport indique également que plus de 800 femmes se sont mariées avant l'âge de 21 ans. L'âge moyen de mariage est désormais de 28 ans pour les femmes et de 32 ans pour les hommes. C'est donc avec cet élément que nous allons boucler complètement cette grande édition du journal en langue française au nom de toute l'équipe technique dirigée par Ouira Caritas. Je vous souhaite de passer un excellent week-end en compagnie des programmes de la télévision rwandaise.